La parole est à vous. Ouais, parfait. Et ben écoute, je lance le truc, Xavier, et tu me complètes au fur et à mesure, Je t'en prie. des sujets. Ouais, bah, écoutez, très content de lancer ce sujet autour du management technique, sur le sujet de comment bâtir justement des équipes, performantes. Grosso modo, ce qu'on s'est dit sur la masterclass, c'est qu'on allait faire, plusieurs parties. L'idée, c'est de prendre, 40 minutes, d'interaction comme ça et garder 20 minutes de questions-réponses à la fin. Donc 20 minutes, on va dire, on va essayer de se mettre à 12h10, on va dire, aux questions-réponses. Donc là, on a déjà un petit peu moins, mais voilà, puis on sera assez souple sur le déroulé. Et 3 parties, donc la plus importante, c'est la deuxième, hein. On va revenir en fait grosso modo sur, les pièges, les astuces, en rôle de manager technique, notamment dans la montée, de, heu, de développeur en fait à lead ou développeur à manager. Comment cette étape en fait se fait, quelles sont les bonnes pratiques. Et là-dessus, du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai construit le truc avec, monsieur Barry ici présent, qu'on ne présente plus. Vous êtes déjà croisé peut-être, chez chez CoCTO où on interagit beaucoup avec toi Xavier et du coup qui va revenir sur ses expériences du coup, dans différentes, startups, et autres, pour illustrer un peu les différents propos et le but c'est que vous ressortiez avec un maximum d'astuces du coup de tout ça quoi. Donc voilà un peu l'idée sur la masterclass et après oui comme disait Stéphane, un petit coup d'œil sur la formation qui en découle, qu'on a consulté avec Digital League donc pour ceux qui connaissent peut-être moins le sujet, le cluster du coup des entreprises du numérique, notamment pas mal d'éditeurs de logiciels dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Avec qui on fait aussi pas mal de choses où j'invite à regarder ce qu'ils font. Heu et heu et du coup, pour aller un peu justement sur l'objectif dont j'ai déjà un peu parlé, mais avant de commencer, peut-être aussi une petite présentation de nous 2 avec Xavier. Heu et Xavier, peut-être que je te laisse commencer du coup. J'ai un peu teasé ton Ça profil, mais je te laisse permettra compléter. de recharger, ton buffer de parole. Exactement. Bonjour à tous et enchanté de ceux que je ne connais pas. Donc moi je suis, Xavier Barry, je suis, dans le monde professionnel depuis 15 ans maintenant, 10 ans, je fête mes 10 ans en start-up, même ce mois-ci. Je me suis spécialisé sur la partie, tech et produit. J'adore faire le lien entre le tech et le produit. C'est pour ça que j'ai cette mention de CTPO dans mon profil. Je considère qu'on est 2 entités dans l'entreprise qui doivent travailler ensemble et c'est un peu ce que je porte, souvent dans mes discours. Donc plutôt que de confronter, le produit qui essaie d'aller dans une direction et la tech qui essaie de mettre en œuvre, les besoins du produit, j'essaie de se dire comment on peut travailler ensemble pour, construire des objectifs atteignables et les tenir, tous ensemble. Mmh. Au niveau du parcours, j'ai travaillé dans plusieurs startups, et scale-up, essentiellement avec des profils, enfin avec des postes de CTO. J'ai aussi fait du part-time, ce qui m'a rapproché de CoCTO, pendant quelques temps aussi, ce qui fait le lien Mmh. entre nous. Depuis, 1 mois et demi, là, j'ai redémarré une aventure de CTO, CTPO, cofondateur dans une startup, qui fait que je me remets dans le bain et que je suis obligé de réappliquer les conseils que je donne, par ailleurs. Et voilà, et sur les enjeux de cette session d'aujourd'hui, c'est de partager mon expérience au travers de retours d'expérience. Donc c'est un peu plus, storytellé, on va dire, sur des cas que j'ai traversés et qui visent à donner, des conseils, vous inspirer, mais aussi générer des questions et de l'échange. Donc ce n'est pas un guide, et ce n'est pas un livre non plus, à appliquer à la lettre, pardon. C'est un partage d'expérience avant tout. Mmh. T'en Et prie, Hugo. ouais, pour ceux qui clairement, et pour ceux qui peut-être qui connaissent, du coup, comme tu étais CTO aussi du projet Speak Plus, du projet Voltaire, ça peut-être, peut-être des gens ont vu passer le truc, sur Lyon ou autre, ont entendu parler du projet. Heu, donc je trouve que c'était, intéressant aussi de le mentionner et puis tu es aussi passé un petit moment par Agicap, donc aussi pour ceux qui connaissent. Donc heu donc voilà, Ouais, pour compléter. ouais, niveau des tailles d'équipe, c'est vrai que c'est un sujet qui doit vous intéresser. Donc en fait, essentiellement, on va dire, je tourne autour d'équipes de 10 personnes. C'est pour ça que cette session s'orientait auprès de gens qui, sont justement en train de monter, sur un rôle de manager et qui, démarrent un peu leur Mmh. premier pas, dans cette position-là. Je suis, assez spécialisé, on va dire, entre zéro. Là, je suis à zéro, hein, sur ma nouvelle aventure, donc je suis en train de construire l'équipe, que je vais devoir recruter. Et après, j'aime bien tourner autour de 10, tech produits confondus. Chez Unoz, c'était 25 personnes qui intégraient aussi la qualité, et une équipe d'architectes avec 2 équipes produits.
Et chez Agicap, c'était du co-management avec mon manager du coup, qui était le CTO de la product line. Donc c'est un découpage qu'ils font chez Agicap, donc je n'étais pas du tout au niveau top direction, hein, dans une équipe où on était une trentaine de tech. On se partageait du coup le management en gros 15-15 sur les équipes à gérer. Et puis pour C'est finir ça. ma présentation et le lien avec Digital League, je suis animateur du Club Tech chez Digital League depuis plusieurs années. On anime un talk tous les 2 mois environ. On se retrouve avec des développeurs et notamment certains d'entre vous que j'ai bien sûr déjà vus. Et pour compléter du coup de mon côté, donc vous voyez sur la présentation, donc moi je suis un des fondateurs de CoCTO, qui est un collectif d'anciens CTO justement de scale-up et de grands groupes, avec qui on fait plusieurs choses. Il y en a une partie d'activité de conseil sur des audits techniques d'organisation ou des due diligence techniques. Donc ça c'est le premier point d'activité. Deuxième partie plutôt un rôle d'un CTO ou VP engineering de transition ou en part-time. Donc deuxième activité, et plutôt la troisième, c'est la partie toujours en s'appuyant sur ce collectif du recrutement en CDI. C'est le même type de profil. Et donc aujourd'hui, il y a 250 membres dans le collectif. Donc Xavier, du coup, avec qui on a bossé plusieurs fois d'ailleurs avant que tu rejoignes ta nouvelle aventure. Et voilà, vous aurez plus d'informations sur le site si vous voulez voir des trucs aussi sur mon profil LinkedIn. Donc voilà, pour faire bref, c'est ça. Et puis, et donc l'idée, donc le but de la masterclass, j'ai déjà parlé pas mal en fait. L'idée, c'est justement un manager technique dans une équipe, etc. Comment on voit un peu les pièges, les premiers pièges et les astuces pour s'en dépatouiller. Et c'est aussi une masterclass d'introduction à la formation, du coup, sur le sujet justement de bâtir des équipes techniques qu'on fait en novembre avec Xavier, toujours pareil dans le cadre de Digital League. Donc voilà. Mais pour revenir sur la masterclass, l'idée c'est d'avoir une to-do, d'astuces assez applicables aujourd'hui, quoi. Donc voilà un peu pour les objectifs et un peu les questions aussi qu'on s'était posées en créant cette masterclass. Et c'est là qu'on va peut-être pouvoir faire un petit tour de table. Alors ce que je propose de faire éventuellement, c'est de éventuellement faire le tour de table oral peut-être en seconde partie du coup de la masterclass. Par contre, éventuellement du coup là on a écrit plusieurs problématiques qu'on se pose en tant que manager, et je vous laisse nous dire aussi dans le chat, et on verra les micros peut-être à la fin de la présentation de la masterclass, dans le chat du coup éventuellement vous en tant que CTO ou peut-être manager ou bientôt manager, dans quelle taille d'équipe technique vous êtes en termes de nombre de personnes, et quelles problématiques vous avez. Nous, ce qu'on avait repéré avec Xavier comme problématique, c'est justement dans sa problématique, c'est OK, il y a une évolution en termes de posture, en termes de poste, donc quelle posture avoir. Il y a aussi des méthodes du coup qu'il faut implémenter, donc c'est une façon de penser aussi et réfléchir qui est différente de simplement être au sein de l'équipe développeur exécutant. Là, c'est OK, des méthodes plus de management, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place. En tant qu'une équipe technique, si je passe manager, j'étais dev avant, est-ce que j'arrête de coder pour manager ou pas? Comment est-ce que je gère ça? Il y a aussi les questions du coup des indicateurs, des KPI à regarder. Il y a la question forcément d'engagement de l'équipe technique pour qu'elle continue à être engagée sur le sujet et voir un peu comment les choses se font. Et surtout, du coup, l'équipe technique va certainement grandir. Et comment on fait pour avoir une équipe toujours efficace qui délivre, malgré, j'ai envie de dire, du coup, malgré la croissance. C'est un peu les questions qu'on avait repérées, mais du coup, curieux d'avoir vos retours. Et du coup, dans le chat, si vous pouvez mettre le nombre de personnes dans l'équipe technique avec laquelle vous êtes et la problématique que vous avez, ça nous permettra d'avoir aussi un peu de tour de table pour tout le monde, savoir un peu qui est dans quelle situation aujourd'hui, quoi. Donc, Notamment les questions que vous posez effectivement ouais, dans votre actualité. c'est ça. C'est ça. Et après, on pourra, dans les questions-réponses, du coup, faire une petite présentation de chacun avant que les personnes parlent en mode du time, et ça nous permettra du coup d'avoir peut-être plus de temps à ce moment-là et pas de trop grappiller maintenant, je pense. Que ça peut être, Ouais, comme ça on enchaîne. Ouais. Vous avez ouais, du coup le c'est ça, temps de la session pour poser vos questions et faire cette partie-là. exactement. Exactement. Sur ces questionnements, Xavier, est-ce que tu voulais compléter pendant que les personnes peut-être nous écrivent un peu les sujets? Non. Je pense qu'on va dérouler un peu Ouais, notre ordre du jour. On a quand même pas mal de points et si on veut tenir notre timing, avoir du temps sur la question-réponse à la fin, je pense qu'il vaut mieux ok. qu'on avance. Et ben c'est parti. C'est parti. Les pièges et les astuces. Mais quel teasing incroyable. Cette slide est magnifique. Et non, du coup, l'idée, c'est de revenir sur des situations réelles, du coup, qu'on a réfléchi justement à partir de l'expérience de Xavier.
et le partage des difficultés et surtout des solutions derrière. Les premières difficultés qu'on avait évoquées, c'était, qu'est-ce qui s'est passé du coup quand tu es arrivé manager? Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place, là-dessus quoi? Et du coup, peut-être je peux commencer à te poser ces questions-là. Donc on avait, en gros, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé toi manager du coup d'une équipe? Alors je sais pas s'il y a une, heu, une expérience qui te parle plus qu'une autre quand on dit ça, quand tu dis tu es propulsé un peu manager. Heu, Quels sont un peu les premiers éléments que toi dans lequel tu as remarqué en arrivant à ce poste-là, quoi? Super, merci Hugo. Alors, Mmh. je vais partager un peu une expérience, mon expérience Unos, je pense, sur le sujet qui est assez intéressante. Vous disiez pensez à nous dire si jamais c'est, Mmh. on fait un peu un hors sujet par rapport à vos attentes. Sur cette partie-là, le contexte qui pourrait être le vôtre, que ce soit sur une mobilité interne ou, en arrivant justement sur une prise de poste, c'est, voilà, on arrive et puis, on est le nouveau CTO, on doit gérer, une nouvelle équipe qu'on ne connaît pas ou qu'on Mmh. connaît. Et en fait, on a cette sensation en arrivant qu'on est attendu comme le messie, que la situation est en difficulté, les développeurs Mmh. ont du mal à pousser en prod, leur code, que l'équipe Mmh. globalement a du mal à délivrer et à sortir, les besoins qui sont nécessaires pour l'entreprise. Et donc on arrive, c'est un peu le feu. Dans la tech, on connaît quand même ça assez souvent, que ce soit un peu le feu. Et donc on se Mmh. dit, qu'il faut agir vite. Qu'il faut se jeter sur les problèmes qu'on identifie et corriger rapidement. Et moi, mon conseil sur cette partie-là, c'est il est urgent de rien faire, et de prendre le temps, de comprendre le contexte dans lequel on arrive, de comprendre le contexte, des équipes, ce qu'eux, ils vivent et ce qu'ils ressentent, et ce qu'ils sont en train de traverser en ce moment, mais aussi de prendre la température du côté du reste, de l'entreprise. Parce que l'équipe tech, elle est intégrée dans une entreprise et ça, faut pas l'oublier. On est au service, de développer un logiciel qui doit aider cette entreprise à croître et à gagner de l'argent, la Mmh. plupart du temps. Et donc quand on arrive, moi, ce que j'ai fait dans cette aventure, c'est que j'ai d'abord, j'ai alterné en fait entre prendre le temps d'écouter chaque personne de l'équipe, donc j'en avais 25, ça prend du temps, de me présenter auprès d'eux, donc il y a cette partie de présentation. En fait, on Mmh. profite de ce moment d'échange, en fait, pour expliquer qui on est, les compétences qu'on peut avoir, qu'on a et comment on pourra aider sur la partie qu'on va tous, mener Mmh. ensemble et puis prendre le temps d'expliquer, de faire le tour avec chacun, de leur dire: «Bah, explique-moi toi, c'est quoi ton contexte en ce moment et c'est quoi les difficultés que tu rencontres? Où sont les challenges et où sont, selon toi, les opportunités de solution? Qu'est-ce que tu ferais Mmh. si tu voulais, résoudre le problème aujourd'hui, ce serait quoi selon toi?» En faisant Et le pour tour comme comprendre du ça, en coup fait, ça fait le ouais, je t'en prie, je t'en prie, Hugo. je t'interromps rapidement pour comprendre du coup le contexte dans lequel tu étais du coup. C'est que tu étais, du coup, toi, tu étais arrivé manager, il y avait quelqu'un qui était à ce poste-là avant ou personne du coup à ce moment-là? C'était chez, Alors ouais, c'était, tout petit peu particulier. C'était, en fait, je prenais la place d'un responsable R&D qui était sous la direction d'un CTO OK. cofondateur. Et c'est vrai que c'est intéressant comme remarque et dans ce contexte-là, ils se sont dit que pour que ça marche vraiment, il valait mieux que ce ne soit pas un responsable R&D, mais qu'il soit vraiment à titre de CTO et donc un membre du comité de direction. Pour avoir l'impact autant au sein de l'équipe tech, mais aussi, un pouvoir, d'impact et d'influence sur le comité de direction. En étant en intermédiaire en tant que responsable, R&D, en fait, on est obligé de faire le pont avec un CTO qui doit derrière lui passer les messages Mmh. et sachant que ce CTO, cofondateur, en vrai avait peu d'actions opérationnelles, au quotidien. Il avait préféré, me céder, le challenge jusqu'au bout. Ce qui est hyper intéressant et ce qui était très malin. OK. Donc, du coup, moi, je suis arrivé du coup avec ce poste-là et donc beaucoup d'attentes par rapport à cette équipe tech qui représente, 20 des effectifs, 25 ouais, 20-25 des effectifs de la boîte. Donc un gros centre de coûts. Mmh. Donc voilà et donc, le tour que je fais à ce moment-là quand je rencontre tout le monde et que je fais le point avec tout le monde, c'est d'avoir des sons de cloche de chacun. Et il ne faut pas oublier que dans une équipe produit, que ce soit les produits, les techs, l'équipe qualité qui valide et qui développe, enfin qui s'occupe de valider tous les développements ou les architectes, en fait, chacun est dans une sous-bulle. Donc, chacun a l'impression qu'ils ont tous les solutions pour résoudre des problèmes mais parce que chacun est dans sa sphère. Et l'avantage de demander à tout le monde, en fait, leur point de vue par rapport à l'actualité, mais aussi de comprendre comment eux, ils s'y prendraient, permettent de stocker plein d'informations. Donc là, faut un peu se structurer sur la prise de notes
pour arriver à capter tout ce qu'ils disent, pour après agréger en fait et comprendre globalement où est le problème. Que ce soit un problème inter-équipe, des équipes Mmh. de développement qui développent des choses mais qui sont retoquées par l'équipe qualité qui dit que le code n'est pas à la hauteur, des équipes dev qui sont convaincus qu'ils sont en train de développer les choses selon les bonnes pratiques, mais des architectes qui leur disent qu'en fait non, ils ne respectent pas les standards qui ont été recommandés au reste de l'équipe. Et il y a un peu tout ce dysfonctionnement en fait qui arrivent et qui se mélangent et qui font qu'au bout d'un moment, en fait, moi, ce que je détecte, c'est une incohérence dans l'énergie qui est déployée par tout le monde et les efforts que chacun mène, et qui ne sont pas des efforts qui correspondent à un objectif global de service, mais plutôt à des objectifs de petite équipe, qui essayent chacun Mmh. de faire bien son boulot dans son périmètre. Mmh. Donc, bon, Et ça, c'est les pour différentes l'aspect équipes, du constat. coup, c'était quoi, du coup? C'était un peu il y avait, infra, dev, Ouais, c'est ça. En fait, tu avais une équipe qualité qui s'occupe de valider les développements et qui est garant du fait que le mmh, fonctionnel qui a été implémenté dans le code est le bon. Donc ça, c'est 6 personnes. Et puis après, tu avais en gros une équipe de 10 sur 8 personnes environ. mmh, 8 personnes sur la partie du produit 1 et 8 personnes sur le produit 2. Ensuite, tu avais 4 architectes sur OK. la partie. En fait, c'était architecte et DevOps et infra. Mmh, C'est ceux qui sont responsables de l'exécution des mmh, logiciels, mais aussi le pilotage de la dette technique et de la gestion des développements. Et avec, voilà, c'est à peu près le nombre que j'ai donné. mmh, Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est en fait encore plus importante, c'est d'aller demander côté du métier, côté du reste des équipes, qu'est-ce qu'ils attendent en fait de l'équipe tech? C'est quoi leurs besoins? Donc si c'est les sales, ils vont expliquer un peu, bah, toutes les features qu'ils attendent. Si c'est les équipes support et CSM, ils vont dire, ils vont remonter tous les bugs qui leur empêchent au quotidien de réussir à faire des onboarding clients de qualité ou à accompagner les clients sur l'usage d'une plateforme qui va bien. Et puis mmh, après, il y a aussi la partie stratégie. Donc là, quand on va vraiment du côté des cofondateurs qui ont des envies et des directions dans lesquelles ils veulent aller par rapport à la boîte, qui sont aujourd'hui en train de ronger leurs freins sur le fait qu'on est en train d'essayer de dérouler la roadmap sur ce qu'on a en ambition de faire. Et du coup, toutes ces temporalités, il faut comprendre les temporalités des moments qu'il y a, les moments clés, et revoir un peu avec tout le monde ce qui est important en fait. Donc, moi, ce que je ramène dans ce moment-là, c'est quoi le focus? C'est quoi quelles sont les vraies priorités au niveau d'abord de la stratégie de la boîte et de ce qu'on cherche à faire, pour s'assurer que les temporalités, on est dans des bons moments. De leur dire, bah, OK, vous voulez résoudre quoi? Et ensuite, de revoir avec un élément de priorité, en fait, de remettre dans le temps quelles sont les vraies priorités avec des temporalités. C'est en fonction des boîtes dans ouais, lesquelles vous êtes, il peut y avoir des temporalités de marché avec des deals qui peuvent être plus ou moins longs et avec des choses que si on les signe pas maintenant, en gros, ça va reporter dans 1 an. Moi, on était dans mmh, l'éducation, donc nous, on avait la rentrée des classes en septembre. Et en gros, bah, si on n'avait pas les features pour la rentrée, bah, ça allait ramener à la prochaine rentrée de l'année d'après. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus clés que de réparer 3 textes dans une application ou de rajouter un élément dans mmh, l'espace client. C'est ouais. ça qu'il faut réussir à comprendre quand on arrive. Et cette vision globale, elle est ouais, chaque équipe a un peu ses priorités et pense que tout est urgent pour de son côté, mais et le piège, c'est du coup d'écouter tout le monde et de tout faire en parallèle. Et tu disais du coup, reprioriser avec une vision globale un peu tout ça, et réaligner tout le monde, un peu première étape, pour pas se Exactement. griller en tant que manager dès le début, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, quand on fait tout ça, bah, évidemment, j'ai pas ouvert l'IDE, j'ai pas été voir les stats de log de bugs, j'ai pas du Mmh, tout, je me suis pas du tout occupé de ça, en fait. C'est le moment de step back, là, de prendre de la hauteur et de regarder, avec le nouveau rôle qu'on a ou la nouvelle mmh, mission qui nous est confiée, quels sont les vrais objectifs qu'on doit atteindre. mmh, Et à ce moment-là, on peut après commencer à faire refuser aux gens, faire comprendre à tout le monde qu'on fera pas tout et ouais, challenger sur les vraies priorités du moment. Et ce qui permettra en fait au niveau des équipes de redescendre et de se rendre compte qu'il y a beaucoup trop de choses dans les backlogs, il y a beaucoup trop de choses qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment et qu'il y a des choses qui conflictent clairement sur les différents chantiers qu'on veut mener. Donc ça, par contre, c'est le nouveau rôle qu'on a, c'est le pouvoir et le devoir de prendre des décisions et de refuser des chantiers. mmh, De dire, bah, les gars, je ne vais pas vous gérer le lancement d'un nouveau produit, la refacto, la migration des serveurs heu, d'une instance ou de basculer dans le cloud actuellement. C'est un peu tout ça, hein, c'est pas une blague, qui était dans les mmh, tuyaux. mmh,
et qu'à un moment, il faut on temporalise en fait et on se dise, il y a des phases. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ces moments-là, c'est me mettre à l'échelle du mois, en se disant: «Bah, il y a des mois de focus. Ce mois-ci, bon, bah, Mmh. pour le coup, quand on arrive, c'était l'onboarding, mais c'était aussi la stabilisation et c'était de redescendre, les chantiers». Mais voilà, c'est de se dire, on a un focus qui doit parler à tout le monde, qui doit permettre à tout le monde de s'aligner, de comprendre ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et on peut pas Mmh. dire à des devs qui sont en train de tout faire et qu'il faut absolument qu'ils avancent sur tous les sujets en parallèle. Parce que répéter ce que les mecs d'avant ont essayé de faire, ou juste en tant que CTO être le porte-parole de la direction qui voudrait tout, c'est juste rajouter de la pression sur des équipes et on n'en rapporte aucune solution. Mmh. Et justement, Donc quand voilà. tu dis ça, du coup, je réagis, ouais, même par rapport à ce qui marquait justement sur la slide. Du coup, tu disais, donc, j'ai même pas ouvert l'IDE ou quoi que ce soit. Donc, comment est-ce qu'en termes de changement de mission, tu vois, tu, tu vois le truc quand tu passes manager, est-ce que tu continues justement à tout faire? Bon, il y a un petit spoil du coup dans dans la slide, Ouais, ouais. euh, Ouais, mais c'est vrai que comment tu là, vois il y cette a la évolution? Ouais. frontière, elle va être entre celui qui est en poste et qui actuellement est Mmh. un développeur ou un lead et qui va prendre ce rôle de CTO et qui du coup se Mmh. rend compte que en fait, bah, aujourd'hui, il a des responsabilités, il fait plein de choses. Donc, s'il fait plus rien, comment on organise cette transition? Et qui est différente de j'arrive dans une boîte où ça tournait déjà sans moi avant que j'arrive et ce qui était mon cas et donc en fait, que je fasse rien en arrivant, finalement, c'est plutôt facile puisque j'ai juste décidé de pas prendre de nouvelles fonctions. Dans Mmh. ce contexte-là, ce qui est important, ça se prépare quand même. Ça veut dire que si vous fonctionnez en sprint, hem, peu importe, en tout cas, vous avez des temporalités, il faut discuter avec votre nouveau, comité de direction et leur dire: «Bah, là, je vais prendre mes nouvelles fonctions». Ça veut dire que la vélocité des équipes va forcément baisser puisque c'est le moment où moi, je vais arriver et que je vais poser le stylo pour, prendre du recul et organiser, le service et les nouvelles ambitions de la boîte. Donc là, il n'y a pas de choix en fait. Il va falloir se trouver mine de rien, si vous étiez lead, normalement vous avez en tête dans votre équipe qui sera votre nouveau lead, dans votre équipe ou dans vos équipes. Ce fameux binôme, en qui vous avez confiance et qui vous back up, quand vous êtes en congé ou, quand il y a des astreintes à faire et tout ça. Et de s'appuyer sur lui, pour, ne pas être, la personne qui essaie de tout gérer. En fait, si on le fait pas, si on fait pas ce si on communique pas, si on le fait pas et si on communique pas à l'équipe que c'est ce qui est en train de se passer, les gens ne vont pas comprendre. Vos devs, ils vont se dire: «Mais je comprends pas, putain, tu valides plus mes PR, j'attendais des retours sur toi sur des choix d'archi, tu me réponds plus, tu es tout le temps en réunion», et du coup, ça crée ce truc de penser qu'un CTO, c'est un poste affreux où on se met à partir en réunion et on n'est plus au soutien de l'équipe. Alors que si vous expliquez à l'équipe que ça fait partie de vos fonctions d'aller à la chasse aux informations et aux priorités de la boîte, mais aussi de vous redescendre, toutes les nouvelles priorités, mais que du coup la contrepartie de ça, c'est de ne plus être disponible, ça veut dire, enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'on va amener dans le reste des conseils qui vont arriver, c'est qu'à un moment, on n'est plus acteur, développeur, au cœur du truc, où tout doit Mmh. passer par nous pour être validé, mais on doit se mettre et commencer à changer de posture et à se mettre au support de l'équipe. Et ça veut Mmh. dire qu'on ne peut plus être clé dans les process. Parce que si vous donnez le goulot d'étranglement de votre process, ça veut dire que parce que vous êtes sous l'eau, vous avez plein de choses, toute l'équipe va attendre derrière vous. C'est pour Mmh. ça que je dis qu'il y a ce moment où il faut officialiser pour éviter, que l'équipe soit bloquée. Et ça doit passer par un certain nombre de choses dont vous avez sûrement déjà les clés en tête. C'est si je suis le seul à pouvoir pousser en prod, bah, je ne dois plus être le seul. Si, je suis le seul à pouvoir valider, les merge requests, je ne peux plus être le seul. Et donc en Mmh. réfléchissant avec votre binôme, vous allez devoir lâcher. Lâcher des accès, transmettre des, heu, des responsabilités, co-construire des responsabilités aussi. Et donc sur cette nouvelle personne ou sur une équipe complète si vous décidez de le faire, parce que votre équipe est senior et qu'en fait vous avez plutôt envie de faire tourner la responsabilité et rendre la responsabilité au collectif, c'est de leur donner les éléments de comprendre, l'impact qu'ils ont avec ces nouveaux accès et la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des nouvelles actions qu'ils vont mener. Il est plus question de commit un truc à l'arrache parce qu'en fait, on Mmh. devient le valideur de ces fameux, nouveaux commits. Mmh. Et pour compléter ce que tu dis, nous, nous, pour le coup, dans les différents contextes de boîtes dans lesquelles on intervient, c'est souvent ce shift-là quand la personne, en général, dans une startup, c'est le CTO de la boîte, dans une boîte plus grosse, c'est du coup un peu
le meilleur dev de la boîte, des fois, qui passe manager, et les compétences et le rôle, du coup, changent vraiment. Enfin, le métier, du coup, la mission n'est plus la même. Et selon le profil, soit c'est quelque chose qui est difficile à prendre conscience, et du coup, tu restes trop dans la partie tech et tu prends pas assez de plein pouvoir de ton rôle de manager. Des fois, c'est un rôle aussi qui ne plaît pas forcément. Et du coup, il faut bien avoir conscience aussi quand on prend ce poste-là que le rôle va changer et on n'est plus simplement développeur. Et comme tu dis, du coup, déléguer une partie des trucs et il faut que ce soit OK, on soit OK avec ça, quoi. Aussi cette conscience du truc. Ouais, c'est bien que tu reprennes ça, parce qu'effectivement CTO, je pense que je sais pas si on va finir par être le titre le plus galvaudé de l'environnement tech, mais c'est très compliqué, je pense, aujourd'hui de se dire, ça veut dire quoi quand on me propose un poste de CTO et je vais faire quoi? Mmh. Alors avant d'être le CTO, on peut être le Head of Engineering, hein. C'est vrai que notre talk aujourd'hui n'est pas tourné que Mmh. autour, du CTO, hein. On peut parler du management intermédiaire. Mmh. Ça existe aussi au niveau du management intermédiaire. C'est en fait quelle est la part de ce fameux hands-on dont on parle, le fait qu'on doit coder et continuer à contribuer sur le développement du logiciel. Et aussi, et surtout, c'est celui-là qui fait un peu plus peur, c'est devenir le manager. Mmh. Et derrière tout ça, il y a en fait arriver à se positionner. Et c'est là où des fois on se pose la question. Oui, on a envie d'avoir la responsabilité de la stack tech. Et on a envie d'être la personne qui peut prendre des choix et qui doit assumer ses choix techniques vis-à-vis de la stratégie technique de la boîte, donc ce que j'appellerais plutôt l'architecte. Et puis, en même temps, on a un peu la crainte de se dire qu'on est responsable d'une équipe qui doit continuer de produire du code ensemble, de continuer à garder une vélocité et d'accompagner les gens aussi dans leur carrière et dans leur progression. Et aussi, donc, Mmh. d'organiser tout ça. Et ça, Mmh. toutes les boîtes n'ont pas conscience quand ils vous filent de poste. Ou quand on vous propose d'être promu. Et c'est des fois ce qui se passe dans des boîtes, c'est qu'on a un excellent lead dev qui se retrouve promu CTO et qui va devoir gérer plein d'autres choses que la partie architecte, tech et le développement, et qu'il a peut-être pas pris conscience qu'il n'avait pas envie en fait d'être CTO ou d'être le manager de l'équipe. Donc là, c'est hyper important Mmh. sur cette partie-là d'avoir conscience et de l'organiser, parce que si vous voulez pas gérer le management ou vous savez pas faire, ça peut être deux choses différentes, hein. Heu, c'est compliqué parce qu'en fait, une équipe, elle fonctionne parce qu'on est des humains qui travaillent avec des humains, et le management, le fait que tout se passe bien entre nous, que les choix des gens sont écoutés, que les décisions soient collectives, que la responsabilité soit aussi collective, ça fait partie du devoir du manager. Mmh. Et c'est vrai que du coup, faut bien décortiquer en fait la fiche de mission et comprendre ce qu'il y a derrière. Et éventuellement, expliquer qu'on n'a pas envie de Mmh. faire, une partie ou l'autre du poste. Moi, par Mmh. exemple, je ne fais pas le code. Je me trouve, j'identifie, l'architecte technique de mon équipe avec qui je travaille en binôme, et je m'occupe du produit, finalement, de la stratégie, autour du produit, de la responsabilité de la delivery au sens qu'est-ce qu'on choisit de faire dans notre développement. Je guide tout le monde dans la bonne direction. Je soutiens mes équipes dans tout ce ils ont à faire, les difficultés qu'ils rencontrent dans la collaboration avec des autres développeurs. Mais j'ai lâché l'affaire de me dire que je vais produire du code et avoir ma part de responsabilité dans tout ça. Ouais. Et justement, ouais, du coup, il y a ce 1er piège, du coup, c'est ouais, d'arriver à prendre le rôle de responsabilité managériale, et ce qui est marqué, du coup, ici aussi, déléguer une partie de l'équipe. Hem, on l'avait dit avant, du coup, le 2e piège, c'était, justement de gérer toutes les urgences. On en a parlé, tu en as déjà bien parlé, du coup, avant, Xavier, du coup, gérer toutes les urgences, au fur et à mesure où de les prioriser, prendre un peu de recul et de faire un petit tour d'horizon. Il y a un autre truc sur lequel qui était assez intéressant quand tu es arrivé, c'était, du coup, le niveau d'attente des gens de l'équipe ou des managers autour de toi, et cetera, sur ton arrivée, du coup, en tant que manager de l'équipe. Est-ce qu'il y a un peu un effet genre, du coup, j'allais dire chevalier blanc, mais tu vois, un peu un Messi qui arrive et qui va tout sauver, je sais pas si tu as eu un peu cet effet-là, du coup, en arrivant, ou comment tu l'as géré un peu ce truc? Oui, moi je l'ai eu. N'hésitez pas à préparer vos questions, les noter ou les Mmh. poser tout de suite. On fera en sorte d'y répondre dans la phase de questions-réponses par la suite. Mmh. Heu, donc sur cette partie-là, oui, c'est vrai qu'en arrivant, et je suis sûr que ça c'est valable dans tous les cas, hein. En général, quand il y a une promotion interne ou qu'il y a ouverture d'un poste, c'est alors dans une partie des cas, c'est parce qu'on veut accélérer et que tout va bien. Dans une autre partie des cas, c'est souvent parce qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, du coup, on attend une solution.
Et on imagine que le recrutement ou la promotion va faire qu'il y aura cette fameuse solution qui va arriver. Et moi, quand je suis arrivé chez Unos, effectivement, j'avais un des membres du comité de direction qui m'avait dit, en fait, on pense que si on veut continuer notre croissance, il faut qu'on arrive à résoudre notre problème à la tech. Donc en gros, il y a une grosse pression sur le fait de résoudre ce fameux challenge à la tech. Alors moi, j'adore quand il y a des problèmes, donc du coup, ça me motivait. Mais d'un autre côté, je ne suis pas un héros et j'ai pas de super pouvoir. Et du coup, ce qui est important dans ce moment-là, c'est d'être factuel, d'être, je pense, honnête par rapport à la situation. Moi, j'ai une communication très transparente depuis toujours avec les personnes avec qui je travaille. Donc, quand je suis arrivé, je pense que c'était un des premiers mots que j'ai dit à l'équipe quand je suis rentré dans ce grand bureau avec les 25 personnes et je leur ai dit bonjour, je suis ravi d'être là. Alors, par contre, je suis peut-être attendu comme un sauveur, mais je n'aurai pas les clés à tous les problèmes qu'on a qui sont aujourd'hui identifiés et on va travailler ensemble pour les trouver. Et ça va prendre du temps. Mm. Mais on va attaquer le sujet très rapidement. En fait, il faut plutôt insister sur le fait qu'on va être dans l'action et qu'on va essayer de faire des choses, plutôt que de dire qu'on a déjà toutes les réponses à tous les problèmes et qu'on va juste dérouler, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Et justement, du coup, après, là, est-ce qu'on avait fait un petit retour sur la présentation? Ce qu'on a listé aussi ici, mais on va pas y revenir dessus forcément, c'est les différents sujets qu'on a abordés aux réponses aux questions précédentes, en fait, des premiers pièges en arrivant en tant que manager. On a abordé en fait ces différents points. Donc, en fin de présentation, pour vous envoyer du coup les slides, etc., vous aurez un petit résumé de tout ça. Ça vous évoquera du coup un peu les sujets en parallèle. Et du coup, il y avait justement un autre point qui est assez clé du coup quand on en arrivait en tant que manager, c'est la partie un peu les d'autres pièges et sur la mesure de performance que souvent on se dit ok, je suis manager, j'arrive, du coup je dois avoir un impact et du coup mesurer des choses, m'affirmer en tant que manager de la boîte. Et du coup, il y a quelques pièges aussi dans les mesures de KPI qui peut être fait, qu'on a listé aussi ici. Euh, euh, Toi, comment tu vois le truc justement dans la mesure de KPI, Xavier, sur les mauvaises pratiques, si on commence par là, de trucs? Ouais, je vais répondre globalement à ce point Mm. et c'est quelque chose que là, je suis en plein dedans dans ma nouvelle prise de fonction. C'est quelque chose que j'ai mis du temps euh, à mettre à ce niveau-là d'importance. C'est la capacité de mesurer ce qu'on fait. Et là, je vais vous dire que ça s'adresse à tout le monde aujourd'hui, que vous soyez manager ou pas. Mais l'avantage quand on prend manager ou qu'on passe lead tech, c'est qu'on embarque des responsabilités. Et moi, c'est vraiment un truc à retenir et à faire, et pas se dire je le ferai demain. C'est avoir la capacité de mesurer l'impact de vos actions. Et pour ça, il n'y a pas 1000 solutions en fait. On a plein de KPI qui sont proposés dans des, dans des, dans des bouquins et bien sûr, donc on a envie de les mettre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la mesure en elle-même qu'on va atteindre qui est importante, c'est l'évolution de nos indicateurs. Donc en fait, si on ne met pas en place les indicateurs à T0, donc quand on démarre, on n'aura pas la capacité de savoir s'ils sont meilleurs. Et donc, attendre 3, 4, 6 mois pour commencer à se dire ça y est, on va mettre en place enfin les indicateurs. En fait, vous allez perdre 6 mois de mesure et de réassurance, on va dire, pour vous, mais aussi d'éléments de communication pour l'extérieur de votre service, pour aller communiquer que tous les efforts que vous êtes en train de faire en ce moment sont légitimes et portent leurs fruits, puisqu'ils ont un impact sur les chiffres. Et, donc, l'idée, c'est de trouver des indicateurs dans vos équipes aujourd'hui que vous avez, qui vous parlent à vous, mais qui parlent surtout au métier et à l'impact que vous pouvez avoir sur l'entreprise, et de trouver une solution pour aller très rapidement mesurer ces fameux indicateurs. Et ensuite, de vous autoriser à vous organiser comme vous voulez, tant qu'il y a un impact positif sur ces indicateurs. Je vous dis ça parce qu'en fait, quand on prend un poste ou quand on soit en interne ou en externe, ou qu'on soit tout simplement même au sein d'une équipe, on a envie d'essayer des choses. On se dit: «Bah, tiens, je suis allé à un meet-up, j'ai vu, ils sont, je sais pas, je dis n'importe quoi, on est en Kanban, ils sont en Scrum, moi j'ai envie d'essayer». Mais en fait, d'accord, mais ça va prendre du temps de faire le changement pour essayer. Ça va nécessiter de passer du temps hors prod pour construire les dashboards, pour se mettre en place l'organisation.
Et en fait, si à la fin ça marche mieux, la seule chose que les gens ils vont remarquer, ils vont dire: «Ah ouais, j'ai vu que tu as passé pas mal de temps à faire autre chose que du code». Et oui, mais sauf qu'à la fin, je produis, plus. Donc en fait, l'effort sur, nos indicateurs montre que ça valait le coup. Mmh. Donc c'est pour ça que j'insiste autant sur ça. C'est que, ces éléments d'indicateurs de performance, en fait, vous donneront la légitimité et l'autonomie d'essayer d'autres choses et aussi de vous alerter en tant que responsable qu'en fait, là, on a essayé des trucs, mais en fait, c'est moins bien. Et si c'est moins bien, Mmh. en fait, il est urgent d'arrêter ou de réitérer Mmh. pour refaire autre chose. Mais au moins, vous avez l'indicateur qui vous aide là-dessus. Et Mmh. du coup, c'est vrai que sur ça, on a un peu tous essayé, je pense, des choses. On se dit: «Bah, tiens, je vais, compter le nombre de PR, je vais compter le nombre de commits, je vais compter, le nombre de tickets, dans mon Jira que j'ai fini cette semaine». Et puis en fait, où je vais faire la corrélation entre mes estimations et le temps passé. En fait, tout ça, c'est crevant et à la fin, on se dit: «Mais en fait, ça mesure quoi? Qu'est-ce que ça mesure?» Et en fait, est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller, rassurer, un comité de direction ou d'autres services en leur disant: «Bah, cette semaine, on a fait, 10 tickets, de dev, et on a mis en prod, 2 trucs, quoi». Enfin, on a Mmh. mis en prod une fois notre package, et on livre toutes les 2 semaines. C'est des fois ce qu'on dit. On livre tous Qu'est-ce les qu'est-ce mois que à la fin tu des qu'est-ce sprints. que tu qu'est-ce que tu donnerais du coup, à la place de ça, comme pratique? Et du coup, ce qui est intéressant, sur les indicateurs à mettre en place par rapport à ça, c'est plutôt vous tourner autour des indicateurs qui montrent l'impact de la performance de votre service, qui sont les indicateurs qui sont, communiqués dans le bouquin Accelerate, et que vous pouvez vous approprier et adapter, suivant vos besoins. L'idée, c'est, en fait, aller se tourner vers les features, tout simplement, et compter le nombre de features que vous avez livrées. Et donc pour ça, il faut aller en prod, hein. Ça veut dire, faut pas s'arrêter à, j'ai stacké sur une branche et ça attendra une fameuse mise en prod qui sera faite par une fameuse équipe, qui va devoir se gérer ça, dans je sais pas combien de semaines. C'est vraiment la réalité de vos features que vous allez amener jusqu'en prod. Et peut-être que vous en allez pas en avoir beaucoup. Vous allez vous dire: «Bah, ouais, en fait, on en a, 3 par mois», mais ça sera votre élément de départ de discussion. Et ensuite, votre challenge, c'est d'augmenter. Ça sera d'augmenter ce nombre, de features que vous allez livrer. Et donc, heu, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ça va être la fréquence à laquelle ces livraisons ont lieu. Aujourd'hui, les équipes, on se dit: «Bah, tiens, toutes les 2 semaines, c'est pas mal». En vrai, vous devriez essayer de viser, tous les jours. Et en fait, le fait d'aller vers ces indicateurs vont vous obliger à changer la manière de fonctionner. Vont obliger de sortir de certaines, synchronisations entre équipes qu'on a, de 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 se trouver des excuses, en fait, dans la manière dont on travaille, et surtout de sortir de modèles qui ne marchent pas et qui donnent uniquement des indicateurs. Donc on a, la fréquence de livraison, les features qu'on livre et tout ce qu'on livre. Et puis Mmh. après on a, et celui-là il est assez challengeant et en même temps très intéressant, c'est le temps qu'on a mis entre le moment où on a mis la feature au backlog et le moment où elle est sortie. Ces 3 indicateurs vont vous donner une tendance sur la réalité, et surtout vous verrez que par rapport au reste de l'équipe, ils sont indiscutables. Et même pour vous, vous allez aussi vous rendre compte que vous êtes pas très bon et vous êtes obligé d'assumer et de reconnaître qu'effectivement une feature qui a mis 6 mois, juste, parce qu'on n'arrivait pas à la prioriser, et que quand on l'a mis dans le backlog, c'était le 1er janvier, et qu'en fait on a réussi effectivement à la prendre en charge et à s'en occuper qu'en juin. Quand on l'a sorti fin juin, bah, la réalité c'est qu'ils ont vraiment attendu 6 mois entre le moment où on a dit: «On la met au backlog ce mois-ci», sauf qu'on l'avait mis en should dans nos sprints et qu'en fait c'est resté en should de tous les sprints d'avant, et que finalement on l'a jamais mis en must et qu'on n'a jamais réussi à le faire. Fait que la réalité de l'efficacité du service dit quand même qu'on a mis 6 mois à faire ce genre de choses. Mmh. Donc la prochaine fois, vaut mieux dire: «Je le mets pas au sprint». Donc ça évitera de commencer à compter son fameux temps entre le moment où on a décidé de le faire et où on le fait. Et on est honnête avec le reste des départements et on leur dit: «Non, mais on s'en occupe pas de ça pour l'instant». Et Mmh. ça vous obligera Ouais, du coup, à travailler ces métriques. ouais, carrément. Carrément, carrément. Et du coup, même schéma, du coup, ce qu'on avait fait, du coup, ce que tu viens de dire, pardon, Xavier, on a résumé aussi ici avec les grands sujets un peu autour des types d'indicateurs qu'on peut suivre. Euh, la façon de penser pour mesurer, on va dire, les trucs, pas dans le vent, mais plutôt en valeur créée, etc.
Et du coup, la comparaison, non pas par rapport à des vidéos du marché, mais vraiment par rapport à l'évolution de l'équipe et la progression, qui étaient vraiment des trucs intéressants et importants à prendre en compte. Là-dessus, on a encore quelques contenus du coup à faire passer du coup sur justement les qualités en tant que manager, etc. Mais je pense comme il est midi bientôt et quart, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit ou des situations dans lesquelles vous êtes, ou lesquelles vous avez vécu, soit où vous auriez aimé des éclairages ou en discuter, je pense, c'est le moment de les poser, même directement en levant la main en mode prise de parole ou sur le chat. Mais prise de parole, ça permettra du coup d'avoir plus de contexte sur qui vous êtes et sur le petit tour de table plus Ouais, personnel c'est qu'on n'a l'occasion pas de faire fait. le petit tour de table du coup rapide qu'on voulait faire, Hugo, en se basant Ouais, sur on peut commencer qui par là, souhaitent, ouais, carrément. ceux qui Carrément, souhaitent carrément. justement poser une question, ils en profitent pour se présenter. Ouais, ouais, carrément, carrément. Donc, je sais pas s'il y a un sujet. Ah, Sébastien, je te vois. Non, mais puisque c'est moi qui avais parlé de ça au tout début, je propose de démarrer rapidement. Donc moi, je suis Ouais, gérant d'une petite ESL, on est 3 personnes. Donc on fait du développement sur mesure d'applications, format web ou mobile. Voilà, et dans cette activité, en parallèle de ça, je fais aussi des rôles de conseil CTO part-time dans des petites structures, toujours petites structures de 1 ou 2 développeurs. Et là, j'ai une opportunité pour une mission où ce serait beaucoup plus du management d'une équipe plus grande, multi-projet, avec des chefs de projet, avec une assistance maîtrise d'ouvrage et avec des développeurs, et de manager un petit peu ça voilà, j'ai pas encore les problématiques, je les connais pas encore, mais bon, il y a ce rôle-là qui me pend un petit peu au nez. C'est une opportunité, donc j'y réfléchis et du coup, je me renseigne un petit peu. J'avais juste une question pour toi, Xavier. Au tout début, là, super intéressant, cette partie interview des gens. C'est vraiment en one-to-one que tu as fait ça. Ouais, c'est une excellente question. J'ai essayé des trucs qui n'ont pas fonctionné. La communication en one-to-many, ça marche pour des serveurs, ça marche beaucoup moins bien pour des humains. Oui. En fait, j'ai oublié pas mal de choses dans ces passages de ma carrière. C'est que on est tous différents et on a des sensibilités différentes. Et entre les introvertis et les extravertis, la Mm. gestion du temps de parole est difficile. Et donc, oui, je recommande clairement le one-one. Alors avec un climat bienveillant et éviter le stress de se dire que tu es en train de parler, pour certains, à ton N+2 ou N+3, même en étant CTO d'une équipe de 25, s'il y a des strates intermédiaires, c'est quand même comme ça que les gens y réfléchissent. Donc ils se disent: «Ouah, j'ai un entretien avec mon N+2». Donc non, on n'y va pas pour faire un entretien, on y va pour y faire un échange. C'est ça. Et le one-one est clé pour que les gens parlent et Ouais. s'expriment et qu'ils se sentent en confiance. Si on est en groupe, en fait, en plus, ça fait des effets de fausse coalition, où les gens, ils remontent, ils veulent pas dire ce qu'ils disent, mais ils vont dire ce que les copains disent pour être, alliés. Alors que s'ils ont besoin de s'exprimer par rapport à leurs collègues, même au sein de leur équipe, le but, c'est pas de les faire, bitcher sur les autres, hein. C'est juste de comprendre s'il y a des frictions, s'il y a des choses qui sont difficiles ou justement s'ils ont du mal à prendre de la place par rapport à des idées, des compétences qu'ils ont et qu'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre. Du coup, le one-one, c'est nécessaire. Alors ça veut dire que ça prend du temps, 25 fois 30 minutes, si c'est 30 minutes qu'on donne à chacun, mais c'est pas grave, c'est un coup nécessaire. Bah, je suis bien de cet avis-là et je pense qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut le mener, et quitte à faire perdre un petit peu de temps aux équipes et à nous-mêmes, mais ça me paraît super important de le faire comme ça, en fait, en effet. Mm. Mm. Ok, bah, merci pour ces présentations. Je laisse la parole au suivant. Avec plaisir. Je vois Clément, tu t'as allumé ta caméra. Je sais pas si ça voulait dire j'ai une question. Ouais, pourquoi pas. Je me présente, Allez-y. donc moi je m'appelle Clément, je suis développeur. J'ai eu il y a quelques mois une expérience de lead dev qui a duré 1 an et demi, presque 2 ans. Et, euh, et du coup, moi, la plus grande difficulté à ce moment-là, ça a été, on va dire, le passage, la montée en compétences sur les sujets hors tech, c'est-à-dire de management pur humain, et aussi toutes les attentes qu'il peut y avoir de la part de la direction sur la partie, on va dire, budget, par exemple, quand on arrive sur je dois faire des augmentes, comment je gère un budget, qu'est-ce que je peux ou pas demander à ma direction, comment je discute avec la direction, comment je juge aussi le travail de mon équipe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait partie d'une équipe et qu'on doit maintenant être là et être à la fois un leader, un manager et aussi aider à la progression et de se dire finalement
commencer à mettre en place des sortes de barèmes. Alors, je sais pas si, voilà, c'est en fonction des tailles des équipes, ça peut être plus ou moins structuré, mais voilà, toutes ces méthodologies-là qu'on n'a pas. Et du coup, pour moi, ça a été très, très dur de me dire, bah, en fait, c'est plus de la veille technique comme je faisais en tech et tout, et c'est un autre domaine. Et je me suis effectivement senti à un moment donné un peu seul dans ce flot de compétences que je devais acquérir. Et je sais pas s'il y a des billes ou des tips, des astuces pour peut-être arriver à soit bien s'entourer, soit avoir une meilleure méthodologie pour travailler bah, ces compétences annexes. Ok, merci pour ton partage, Clément. Tu as parlé au passé, tu as quitté ta fonction ou c'est juste que ce combat, tu le mets un peu derrière toi? J'ai quitté la fonction, je suis repassé développeur et là en Ok, fait je suis sur un projet vraiment ultra technique de gestion de dette. ok, ok. Bon, bah, c'est hyper intéressant. Alors, tu as amené 3 points, du coup, la montée en compétences, notamment management pur humain, qui était une des premières étapes. En fait, ouais, c'est un truc, enfin, moi, c'est des choses où j'ai acquis avec le temps ou que j'ai découvert en allant dans d'autres boîtes. Parce que tu as pu être contributeur dans une équipe et tu te rends compte comment c'est organisé et comment c'est géré. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller chercher des lectures sur l'organisation de nos licornes et de nos scale-up qui communiquent pas mal sur comment ils sont organisés, justement. Il y a pas mal de podcasts qui font ces partages d'expérience. Et honnêtement, moi, je me suis rendu compte que c'est vrai que ça ne s'invente pas, en fait. En tout cas, il y a vraiment des astuces, notamment les one-one, là, que moi, je n'avais pas en place à l'époque. Parce que je savais même pas que c'était une bonne idée de bloquer du temps pour parler à des gens. Du coup, j'étais là où je faisais plutôt des petites sessions de communication massive pour informer l'équipe. J'avais conscience de l'importance de la communication, mais pas l'importance de la proximité. Et donc, et puis en plus, dans ces fonctions, on a tendance à mélanger le fait de s'occuper des gens, de s'occuper des projets. Du coup, quand on fait un point avec les gens, ça devient des points de suivi et ça vient pas des points de management. Et ça, c'est une grosse erreur, en fait, je pense que c'est une grosse erreur parce que du coup, on passe, si on a bloqué une demi-heure avec eux, on va dire toutes les semaines, par exemple, donc, on est une équipe de 5, on se dit: «Bah, c'est cool, il y a 5 jours dans la semaine, tous les jours, je vais bloquer 1 heure avec chacun ou une demi-heure avec chacun des membres de mon équipe». Et en fait, les gens, ils vont venir en ayant préparé l'état d'avancement des projets, au lieu de se dire: «C'est quoi les difficultés que je rencontre aujourd'hui dans mon quotidien et c'est quoi les trucs dont je suis fier que j'ai réussi à faire?» Et ça, en fait, c'est c'est à mon avis, on s'occupe pas de ce qu'il faut. Parce qu'en fait, pour moi, le le fait que les projets avancent et que les gens, sont on track, on va dire, par rapport à leur sujet, c'est plus un point hebdo d'équipe où chacun peut communiquer la progression des projets et on est tous ensemble et on donne la température de tout ce qui se passe. Alors que le point management, il est là pour comprendre ce que notre collaborateur est en train d'endurer dans sa semaine, pour essayer de lui donner des clés pour l'aider dans, bah, ses outils. Je sais pas, il n'arrive pas à gérer les projets, il te dit: «Bah, je galère, j'arrive pas à mettre des dates, je sais pas, je j'ai pas les bons outils, j'ai jamais fait de gestion de projet». L'autre, il va te dire: «Bah, j'ai du mal à gérer, ma communication pendant mes relectures de PR, il paraît que je suis trop agressif, que je les tacle trop, dans tout ce qu'ils mettent». Et en fait, bah, c'est cool de prendre une demi-heure pour discuter de ça, en fait. Plutôt que de se dire, on a passé 25 sujets, et on n'a rien fait avancer sur aucun des points qu'on a finalement voulu discuter. Donc mon conseil, si vous prenez, des postes sur ça, c'est de bloquer du temps pour vous parler comme si c'était des amis et de vous dire que c'est un moment de faire le point avec eux sur comment ça va et comment ça se passe. Et c'est comme ça, en fait, que vous leur apporterez de l'aide. Plus que, en leur disant: «Bah, tu vois, moi, j'aurais fait comme ça, ton truc, bah, tu es en retard». Bah oui, je sais, je viens de te dire que j'étais en retard, donc en fait, je t'ai passé l'info, quoi, mais je veux dire, tu aurais lu un dashboard, c'était pareil. Et donc ne confondez pas ce que vous pouvez essayer de gérer par de l'asynchrone et des moments de synchrone. Et surtout Mmh. quand on est un manager, on n'est pas censé être un flic avec un fusil, qui est juste là pour faire peur aux gens. On est là pour, créer de la confiance et donc faire en sorte que les gens, ils vous donnent vraiment la vraie info sur ce qui se passe. Et ce qui est le gros biais, je pense, dans les grands groupes, c'est que les gens, ils passent leur temps à dire que tous les projets sont dans les temps parce qu'en fait, on n'essaie pas d'être honnête et transparent sur ce qui se passe. Après, tu as mis un deuxième point sur la partie, la pression côté augmentation des budgets et gestion de, en fait, la carrière. Après, tu as un deuxième point sur la carrière. Juste sur les budgets, bah, moi, je trouve que ça, c'est un sujet, enfin, c'est pas un sujet qui devrait,
ce qui devrait t'appartenir, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des budgets, donc ça veut dire que ça vient de la stratégie de la boîte, et donc ça devient du business plan, et donc ça vient de savoir s'ils ont intégré ou pas une enveloppe d'augmentation. Je suis actuellement encore en train de me battre avec mes nouveaux associés sur le fait que ça doit être dans le BP, parce que si ça y est pas, on ne va pas l'inventer cet argent. Et ça doit faire partie des valeurs et de la culture de la boîte. Donc en fait, si on se dit qu'on réserve un pourcentage de la masse salariale et qu'on doit le distribuer au succès à chacun des membres de l'équipe, c'est une manière d'avoir décidé d'organiser notre boîte comme ça. Si on décide que c'est binaire, c'est en gros où tu as fait ton boulot, ou tu l'as pas fait. Si tu as fait ton boulot, tu auras ton augmente normale. Si tu n'as pas fait ton boulot, il va falloir que tu t'en ailles. En fait, tu n'as pas fait ton boulot. Donc en fait, à un moment, c'est même pas une question d'augmente, c'est une question que tu n'as pas fait ton boulot. Donc en fait, pourquoi je te garde? Pourquoi tu veux continuer à contribuer dans une équipe où tu n'arrives pas à bosser? Je fais deux extrêmes, hein. Après, à vous de trouver le curseur entre les deux. Mais la question de l'augmentation, elle est quand même liée notamment à l'inflation, et qu'à un moment, on a besoin d'augmenter nos collaborateurs tout simplement parce qu'il y a de l'inflation. Donc déjà, rien que pour ça, si on n'augmente pas quelqu'un qui a fait son travail normalement, on le pénalise. C'est mon avis sur le sujet. Donc vu qu'on le pénalise, ça veut dire qu'il va gagner moins la deuxième année que la première année, puisqu'il y a eu l'inflation entre-temps et qu'on lui a maintenu son salaire. Donc du coup, par rapport à ça, c'est des discussions profondes qu'il faut avoir avec le comité de direction autour de la stratégie d'augmentation. Et que du coup, il faut savoir dire à un collègue qu'on n'augmente pas, qu'il a bien travaillé, mais qu'en fait, on ne peut pas l'augmenter. Et on ne peut pas, c'est parce qu'en fait, on ne l'a pas mis au BP, parce que la boîte n'a pas la capacité en fait, d'assumer cette croissance. Ça, c'est la troisième option, en fait, qui consiste à expliquer aux gens pourquoi on n'a pas pu les augmenter, parce que la boîte, on est en start-up, qu'en fait, on avait fait un BP dans lequel on a mis une petite enveloppe et qu'on essaye de faire avec ce qu'on peut. Ça va durer un temps jusqu'à ce que soit dans une phase plus fiable où on a réussi à atteindre la rentabilité et on arrive à dégager de la marge et on arrive à redistribuer l'argent aux collègues. Mais que ça faisait partie du pari de se dire qu'on est venu accepter une organisation où il y a des choses qui passent par le fait qu'on n'arrive pas à augmenter les gens. Il y a plein de choses qui s'expliquent, mais il faut juste pas être trop mécanique sur le truc en mode je pensais qu'il y avait juste une enveloppe et il suffisait de donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% et de le répartir aux gens. Et je complète du coup, ce que tu dis, c'est assez intéressant, et ça revient du coup ton troisième point, Clément. Et je profite du coup du fait que, comme il est 27, on pourra reprendre les questions si besoin après. Mais du coup, ton dernier point, Clément, c'était justement aussi comment monter en compétence sur le sujet et s'informer. Du coup, vous avez parlé notamment un peu de la littérature qui sort, ou les podcasts, etc., pour déjà s'acculturer au truc. Et après, c'est des trucs qui sont des compétences en tant que telles de manager avec des techniques, etc. Donc, tu as plusieurs formats pour monter en compétences, et notamment des formations, et notamment, du coup, il y a la formation, du coup, j'en profite pour faire un petit brief là-dessus, du coup, la formation qu'on a avec Digital League. Et je fais un petit saut dans les slides juste pour le présenter avant que passer 30, du coup, on peut prendre encore quelques questions, mais comme ça, pendant que tout le monde est encore là, du coup, on fait passer aussi l'information. Du coup, l'idée de la formation qu'on anime avec Xavier, du coup, c'est justement de revoir un peu sur une journée, un peu les grandes lignes du management du coup technique, parce que du coup, le management d'une équipe du coup, de tech n'est pas forcément le même que dans d'autres équipes. Donc, quelles sont les spécificités et comment est-ce qu'on les adresse, et comment est-ce que, en général, le manager de l'équipe technique, c'est quelqu'un qui était développeur avant et qui va passer du coup manager. Donc, c'est des compétences qui sont différentes, comme tu disais, Clément, et qui sont à prendre. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'arriver à, du coup, pour ces développeurs promu managers, d'avoir un maximum de billes là-dessus, sur différents sujets. Peut-être, Xavier, je peux te laisser un peu décrire les objectifs, les acquis d'apprentissage, ou les passer en revue rapidement. Oui, si tu veux, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'aller un peu plus profondément dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui, d'essayer de prendre le temps de discuter de toutes ces choses-là. Et donc, ça passe, vous voyez, sur le contenu, on parle de leadership technique, on parle de l'organisation des équipes, est-ce qu'elles sont agiles, est-ce qu'elles intègrent des concepts de software craftsmanship. La partie Dorametrics, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais du bouquin d'Accelerate. Donc, c'est comment organiser en fait la mesure de la performance de vos équipes et comment la communiquer au reste. Et puis ensuite, il y a des aspects aussi autour de. Moi, je vais juste résumer ça en un mot, c'est la culture de votre équipe. Quelle est la culture qu'on a dans son équipe tech produit? Est-ce qu'on est tourné
qualité? Est-ce qu'on est tourné performance? Est-ce qu'on est juste, en fait, on essaie de trouver des équilibres. Je pense à ceux qui sont en agence, c'est plus compliqué que quand on est éditeur. Quand on est en agence, on a un budget très, très fixe et surtout, on essaie de répondre au cahier des charges du client dans les besoins, en fait, dans la capacité financière qu'on peut avoir. Quand on est en SaaS, en fait, à un moment, on est plutôt en train de développer un logiciel qui doit vraiment vivre longtemps dans le temps. On a cette responsabilité et en même temps, on a besoin de vélocité parce qu'on a besoin d'amener rapidement des features. Donc, tout ça, c'est pour ça que je dis que c'est la culture. Et du coup, on doit s'adapter en fait à la boîte dans laquelle on est. Et tout ça, du coup, ce serait sur Lyon, du coup, le 7 novembre, H7, donc à Confluence, pas loin de la gare Perrache. Donc, en tout cas, si vous n'êtes pas sur Lyon, c'est aussi possible de venir. Et Stéphane a peut-être aussi des éléments plus pragmatiques, administratifs par rapport à cette formation. Je ne sais pas si tu voulais communiquer Ouais, maintenant. alors vu le temps, je vais être super Ouais. concis. Comme disait Hugo, c'est une journée qui est prévue le 7 novembre, donc qui est ouverte à tous. On fait un prix vraiment hyper promotionnel et merci CoCTO pour votre effort là-dessus. Je vais pas partager mon écran, simplement revenez vers moi si vous voulez. Juste pour info, si vous êtes intéressé ou si des membres de vos structures sont intéressés par la formation, le prix par participant spécifique pour les adhérents de Digital League, c'est 750 € hors taxe par participant et ça peut être entièrement pris en charge par votre OPCO, hein, puisque Digital League est certifié Calliope. Donc, si vous avez la moindre velléité de vous inscrire ou d'inscrire des collaborateurs de vos structures à cette formation du 7 novembre sur Lyon, vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone dans la signature, n'hésitez pas à m'appeler et puis je vous aiderai à monter les dossiers pour que ça vous coûte en fait rien. Surtout que si vous avez des que de budget OPCO d'ici la fin de l'année, franchement, c'est l'idéal d'en profiter. C'est bien sûr ouvert aux non-adhérents Digital League, une petite plus-value en termes de tarifs, mais voilà. Donc, le mot d'ordre, c'est contactez-moi par mail, par téléphone, et puis je vous expliquerai comment optimiser et votre participation, aussi bien au niveau financier que logistique. Voilà, c'était juste le petit mot. Ouais, parfait, parfait, parfait. Et donc, du coup, on arrive au bout du temps prévu dans la session initialement. Donc, on peut être encore. Moi, je suis encore dispo 5 minutes s'il y a des questions, du coup, jusqu'à peut-être 35. Xavier, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi. Oui, moi je reste et par contre, je remercie les participants, ceux qui sont venus, Ouais, et j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez besoin de partir, je comprendrai tout à fait. Et si vous avez envie de rester quelques minutes de plus, on c'est offre ça. avec plaisir du temps d'échange. Je suis ravi de continuer cet échange. Il y Exactement. aura un Donc, ouais, replay, on vous l'enverra. On vous enverra le lien. ouais. Donc, merci à tous. Et puis, ceux qui veulent rester, on vous écoute. Baptiste, je vois que tu as allumé ta vidéo. Ouais, alors je sais pas si on me voit et si on m'entend, je vais être sûr. Ouais, ouais. Parfait, nickel. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, ça fait un moment que je suis ce que tu fais avec CoCTO. On s'était contacté au tout début, je crois, du collectif quand j'étais encore sur Grenoble. Maintenant, j'ai bougé sur Montpellier, mais je suis encore beaucoup ce que vous faites sur YouTube. C'est super intéressant pour moi. Rapidement, moi, j'étais très vite CTO niveau 0. Ce que tu racontes dans tes vidéos, tu vois, le seul tech de la boîte. Je suis rapidement parti Ouais. entrepreneuriat. Et donc, ça a été assez difficile pour moi de comprendre un peu ma situation et le rôle de CTO surtout, puisque j'ai pas trop eu d'expérience dans des grands groupes, des structures ou juste comment ça marche dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et quand là, sur le projet actuel, on a eu une hausse de budget pour une équipe de 8-10 personnes, moi qui n'ai pas de réelle formation pour ça, j'étais plus tenté côté business et entrepreneuriat, donc j'ai quand même bien géré le truc et me détacher de la tech, c'était quelque chose qui m'intéressait le plus. Mais j'ai pas vraiment de méthodologie ou de cadre formel et du coup, j'ai toujours l'impression d'être une énorme fraude dans ce que je fais, même si ça marche bien. Tu vois, il me manque un peu, je sais pas, un framework à mettre en place ou je saurais pas dire, mais ça se passe pas trop mal. J'essaye surtout d'être pas la personne que moi j'ai eu des fois en face de moi qui convenait pas. J'essaye Ouais. d'éviter tout ce qui pouvait coincer et ça marche plutôt bien. Mais voilà, il me manque un peu ce genre de cas. Donc je voulais savoir si votre formation à Lyon, là, bientôt, ça touchait un peu ce genre de choses. Et sinon, quel bouquin vous me conseillerez ou quelles autres pistes vous auriez un peu pour ce passage de tech à CTO un peu forcé
qui m'intéresse plus du coup, mais sans réelle connaissance ou sans un vrai socle ou même passer dans des grandes entreprises ou même petites Mmh. finalement. Ouais. Quand tu dis qu'il manque des frameworks, etc., c'est sur la partie vraiment organisation, façon de gérer les équipes, ou est-ce que tu peux nous en dire un peu Ouais, moi plus? j'ai pas de façon formelle, je le fais comme je le sens pour que ça tourne au mieux, que ça soit fluide. Et en fait, j'ai l'impression que si j'ai pas de vrai cadre à appliquer ou tu vois, vous parliez de KPI ou ce genre de choses, Mmh. moi j'ai pas forcément ni ce qui se fait ailleurs ou ni des choses un peu normées. Donc je sais pas si ça va pas finir par me coincer, tu vois? De faire au feeling, ça marche un moment, mais si j'ai d'autres Mmh. opportunités ou si je veux grandir dans des plus grosses structures ou des plus grosses équipes, il faut rapidement que je puisse être, un peu standardisé avec le COMEX ou autre et donc c'est un peu ce qui m'inquiète ou qui pourrait me manquer, je pense. Mmh. Ouais, tu recherches du coup un peu de, comme tu dis, vraiment un peu de structure pour avoir des méthodes plus, enfin, où tu sais qu'il y a des choses classiques à mettre en place et qui fonctionnent, etc. Et pour Ouais. avoir aussi une meilleure assise et l'impression de meilleure confiance aussi en toi dans la pertinence, dans tes convictions que tu vas apporter à l'équipe ou en COMEX, comme tu dis, d'avoir tout ce genre de métriques et de méthodes, c'est ça en gros que Ouais, tu c'est un peu recherches ça, là. ouais. Ok, ok, ok. Euh, Euh, tu veux répondre ou je non, vas-y, réponds vas-y, j'allais te. Ok. C'est parfait. Baptiste, tu as une équipe aujourd'hui ou pas? T'en es où? Pour l'instant, plus depuis quelques mois, puisqu'on arrive au bout des financements qu'on avait et donc je Ok. suis repassé de CTO d'une dizaine de personnes à plus personne et donc je me retape Ah l'intégralité de ouais. la tech. Très, très fun. Ah ouais. Donc je fais des allers-retours entre les 2, donc c'est Ok. d'autant plus difficile pour moi de saisir quel rôle j'ai parce que ça change. Ouais. D'accord, ok. Et c'est un éditeur pour lequel tu bosses? Non, c'est une petite start-up que j'ai rejoint il y a quelques années et je suis rentré comme, dev à tout faire couteau suisse d'un projet très early et pour but de stabiliser et de scaler un peu le truc. C'est ce qu'on a fait avec, pas mal d'équipes. J'ai bien structuré le truc, sauf qu'au final, on est un peu en bout de course pour l'instant et donc voilà, Ok. c'est un peu la phase, compliquée, quoi. Ok. Ok. Écoute, je suis pas sûr d'avoir la réponse magique, par contre, pour te donner des J'imagine. différents points de vue. Déjà, je pense que tu pourrais lire le bouquin si tu as envie de réfléchir à ce que serait qu'une équipe qui fonctionne et qui tourne. Ça s'appelle Accelerate. C'est un bouquin qui est en gros la synthèse d'une étude qui a été menée sur toutes les boîtes tech en disant c'est quoi qui fait qu'une boîte tech fonctionne. Ça sera OK. peut-être un peu indigeste pour toi dans la phase dans laquelle tu es, et c'est pour ça que je dis que je propose la ressource. Après, Ouais. moi, mes conseils que je te donne, c'est de trouver du temps dans ton agenda pour sortir et rencontrer d'autres CTO. Donc, te mélanger dans la communauté. Moi, c'est ce que je fais non-stop. Je crois qu'à Lyon, je suis connu comme un énorme networker. Que ce soit du partage que je fais ou que j'aille profiter de l'expérience des autres. Et les échanges font que même autour d'une table, d'un verre ou autre, tu verras que ça te donnera envie d'être curieux ou envie de voir pourquoi l'autre il a décidé de faire comme ci ou comme ça. Et des retours d'expérience, on a quand même de temps en temps. Il y a pas mal de communautés. Et c'est pas forcément le soir si tu as des contraintes. Ça peut être aussi des fois entre midi et deux ou dans la journée. En fait, l'idée d'aller échanger avec d'autres, c'est que ça va attiser ta curiosité et surtout, ça va peut-être t'amener des réponses à des questions que tu n'as pas posées. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu arrives à identifier ce qui ne marche pas, il faudrait que tu te poses des questions. Et ce que tu dis, en fait, à travers ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, tu n'arrives pas à penser à ces questions parce que tu n'as même pas conscience que ça existe. Ouais, c'est ça. Euh, Mmh. et c'est pour ça que l'échange, des retours d'expérience, des choses comme ça, à travers de la communauté, c'est hyper cool et puis c'est plaisant. Et après, il y a encore un autre point, c'est pour ça que je te disais que je t'amène d'autres choses. C'est en fait, si ta vie va bien, pourquoi tu veux la complexifier? Sauf si tu as vraiment une passion du challenge. Mais moi, mon indicateur premier, je pense, dans la vie, c'est de se sentir bien dans son job. On n'est Mmh. pas tous là pour essayer d'être le CTO de Facebook ou de OpenAI et de vivre un quotidien très compliqué. Si ça ne te convient pas, oui, et que tu as besoin de challenge, dans ce cas-là, va creuser. Euh, mais si tu creuses, sache que tu vas toujours trouver, tu trouveras toujours des challenges et des opportunités de faire mieux ce que tu fais. Parce que ça va très très loin. En fait, il y a vraiment des équipes qui poussent le curseur très 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 loin, que ce soit dans leur DevOps, dans leur méthodologie de développement, leur documentation, leur culture produit, leurs mesures d'audience, d'usage et tout ça. Et en fait, c'est infini. Quand tu vois des équipes, les mecs, ils sont 100, 200, 500, 800, tu te dis, mais
comment ils arrivent à s'occuper dans une équipe en étant 800 tech, quoi. Donc, tu trouveras. Et après, il y a quand même un conseil pragmatique que je vais te donner, c'est la définition de est-ce que je bosse bien, est-ce que je fais ce qu'il faut à la tech, ça reste quand même est-ce que la boîte va bien. Et là, d'après ce que tu me dis, si en fait vous avez été contraint de revoir à la baisse l'équipe tech, et en fait que tu repasses seul, c'est qu'il y a peut-être des infos qui t'ont pas été données ou à un moment donné, tu n'as pas pu contribuer au fait que cette chose-là n'arrive pas. Parce que la D-Tech, ça coûte cher. Et donc, on peut des fois anticiper, on peut passer sur du freelance au lieu d'avoir des CDI, on peut peut-être envisager du temps partiel auprès des équipes avec qui on est, plutôt que d'attendre d'être face au mur et de galérer. Et donc, c'est plus de collaboration avec le comité de direction, être plus intégré dans la stratégie technique que la tech doit avoir au sein de cette startup. Et ça peut être peut-être une priorité pour toi d'aller comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Et si tu dois remonter une équipe demain, comment tu peux éviter que ça se reproduise en fait. Et pour avec ton domaine de responsabilité, hein, bien sûr. C'est juste d'être dans du collectif au niveau du comité de direction. Ok. Et ouais, exactement. Et pour compléter ce que dit Xavier, du coup, pour faire le lien avec la formation, que tu vois si c'est pertinent, il y a plusieurs temps du coup qu'on aura dans la formation. Il y en a notamment un sur la mesure et la mesure de la performance du coup des départements et des départements tech, enfin des équipes tech quoi. Et donc pour justement choisir un peu avoir une liste des indicateurs qui peut être intéressant et un peu des méthodes pour les évaluer et des rituels à mettre en place et des choses comme ça, du coup assez concret. Il y a une partie un peu théorique là-dessus sur creuser plus loin ce qu'on a dit aujourd'hui et donner un peu quelques clés là-dessus. Et après, une phase un peu de mise en application de ça et donc de réfléchir à qu'est-ce que dans mon équipe je pourrais faire et de le challenger du coup pendant la formation à la fin pour ressortir quelque chose de concret, quoi. Donc, si ça, c'est un truc qui peut être intéressé, peut-être que la formation, du coup, effectivement, pourra être utile, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, Puis après, je suis vraiment dans une phase où j'apprends tout ce que je peux avoir Mmh. et ça me servira forcément. C'est juste que j'aimerais pas me retrouver face à une situation bloquante parce que il me manquait des compétences en management ou autre que j'ai Ouais. pas forcément eu et que ça pète à ce moment-là. Ça marche tant que ça marche de faire au feeling et puis je veux pas attendre d'être coincé avant que ça saute, quoi. Mmh. Ouais, clairement. Eh bah, merci Clairement, pour tous clairement. vos conseils en tout Bah, cas. merci à toi. Puis, pour vos contenus aussi sur YouTube sont très intéressants pour moi, ça m'aide beaucoup. Donc, OK, bah, ça continuez, fait plaisir. s'il vous plaît. Voilà, Et donc, non, c'est top. Donc, merci beaucoup en tout cas et bah, merci pour écoute, le temps. avec plaisir. Merci Baptiste. Pour l'info, du coup, Baptiste parle le contenu YouTube, on a une chaîne qui s'appelle CTO Decrypt, et sur laquelle on parle un peu du rôle du CTO et des managers techniques en général. Et voilà, donc je le précise parce que du coup, comme ça ne savez pas qu'au CTO, si vous le cherchez, voilà, ce sera sur ce nom-là. Il est 12h42, je vous propose peut-être qu'on s'en arrête là, si vous êtes OK. Ça ne vous empêche pas d'avoir des discussions off par la suite en one-to-one. Merci beaucoup Xavier, merci Hugo, merci à tous les participants. N'hésitons pas à échanger si vous avez besoin d'informations, de conseils, que ce soit sur la formation ou autre. On est tous les trois à votre disposition. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour de prochaines aventures.